Mais je vous dis, monsieur l'agent, j'ai jamais tué personne. J'ai 17 ans, je suis un écolier. Mon garçon, on a retrouvé caché dans ta chambre un cahier avec le nom de toutes les victimes en ordre chronologique. Il y a même la description de comment certaines sont mortes en détail. Mais ça veut rien dire, ça. Vous savez que le true crime, c'est un vrai hobby. Je suis juste quelqu'un de passionné en général. T'avais caché le cahier qui, au passage, s'appelle « Cahier de la mort » dans ton bureau avec un mécanisme hyper complexe pour pas qu'on le trouve. Je suis un edgy teenager. Je peux vous citer tous les albums de Simple Plan et My Chemical Romance dans un ordre chronologique. J'ai un petit jardin secret. Je l'ai ouvert le cahier. À la première page, c'est marqué « La personne dont le nom est écrit dans ce cahier va mourir ». Ok, bon. Est-ce qu'on peut faire un accord pour dire que c'est des preuves circonstancielles? J'ai touché le cahier et un monstre qui se dit lui-même être un dieu de la mort est apparu avec un cahier qui a exactement le même fonctionnement. Attends, sérieusement, il me voit, l'autre, là? Ryuk, je t'ai dit d'attendre dehors. Salutationalisation et bienvenue à ce 61e épisode d'Analyse du Mal, l'émission où on parle des motivations et philosophies de nos méchants préférés. Quand l'Orient rencontre l'Occident, ça donne soit les téléphones intelligents, soit la bière Sapporo, soit Hiroshima. Attends, j'ai écrit ça dans l'intro, moi? Non, mais bref. L'Orient et l'Occident, s'il y a quelque chose qui le rejoint dans le monde de la pop culture, c'est clairement les animés. En Orient et au Japon plus particulièrement, on a vraiment une façon différente de l'Occident de traiter nos produits d'animation. Si on parle de dessins animés américains, on pense principalement à ce que fait Disney ou à des produits visés plus sur l'humour et vers les enfants. Ou du moins, c'est le cas en surface. Et c'est une mentalité qui ne date pas d'hier et une mentalité que, mine de rien, le Japon, ils ont quand même dû écoper quand ils sont passés de notre côté de l'Atlantique. Dragon Ball, du Naruto, du One Piece, quand ça arrive chez nous, du moins au début des années 2000, c'était tellement censuré que quand on a commencé à découvrir les versions originales en japonais, le clash, il était quand même spécial. Avec cette carte, je te fais 10 de dégâts, impossible à prévenir. Parfait, moi je redirige ton attaque sur tes propres points de vie, et ensuite, je la double. J'ai gagné. Oh non, pitié, s'il te plaît, m'arrache pas les jambes avec des scies mécaniques, je vais mourir au bout de mon sang! Quoi? S'il te plaît, j'ai une femme et 3 enfants, s'il te plaît, ne me mutile pas pour m'offrir une mort lente et douloureuse. De quoi tu parles? Je suis pas un malade, je vais pas te scier les tibias en deux. Tu vas m'attacher à un coffre-fort et me noyer dans l'East River? Non, définitivement pas, non, c'est pas le style de la maison. Me jeter au fond d'un trou hyper profond et me laisser mourir de faim dans l'éventualité où j'allais survivre à ma chute? Non, tu comprends pas, c'est magique. À la seconde où mes scies circulaires vont toucher tes jambes, tu vas être envoyé au royaume des ombres. Le royaume des ombres? Oui, c'est un procédé qui va venir séparer ton âme de ton corps physique pour t'envoyer dans une espèce de force extradimensionnelle où tu seras piégé pour l'éternité, ou du moins jusqu'à ce qu'un jeune IMO de 12 ans vienne te libérer en jouant aux cartes. Hein, quoi? Je vais pas mourir? Non, mais tu seras piégé dans une autre dimension totalement coupée du monde physique. Oui, tu vois, ça s'appelle la mort. Non, c'est juste le recoin le plus profond de l'existence duquel tu ne pourras pas t'extirper. Je suis à peu près sûr que t'es en train de décrire l'enfer. Non, c'est le royaume des ombres, tu vas voir, c'est super génial. Il y a des petites lumières mauves, il y a de la fumée noire, t'entends les cris des enfants, et puis ça s'arrête jamais. Non, définitivement, c'est l'enfer. Royaume des ombres! Quand tu perds une partie de carte, tu vas au royaume des ombres. Et c'est pour ça que je regarde jamais en VF. Mais avec la démocratisation du monde de l'animation et surtout avec le fait que les normes sociales évoluent, c'est-à-dire que maintenant on considère de moins en moins que l'animation c'est fait que pour les enfants, on remarque que cet adoucissement des animés vers les États-Unis, le Canada et l'Europe en général, ça se fait beaucoup moins violemment. Mais ça ne veut pas dire que dans les années 2000, toutes les œuvres avaient droit à ce traitement. Et même si c'est plus rare, il y a des animés qui ont su bien garder leur ton sombre en touchant l'Occident. Et un de ces animés, c'est Death Note. Death Note, comme prononcent les Franco-Européens, Death Note, comme les puristes et surtout les Franco-Canadiens vont me dire en commentaire. Et je vous jure que si je dois encore avoir cet argument, je le prononce Daes Noté pour le reste de la vidéo. Daes Noté, sérieusement, j'espère que j'ai insulté la famille de personne en aucune langue. Bref, si vous avez envie de faire autre chose que de me harceler méchamment en commentaire, et je sais pas, moi peut-être y proposer vos méchants à analyser, vous pouvez le faire toujours avec le hashtag Analyse du Mal. Et tant qu'à être là, pourquoi ne pas vous abonner, activer la cloche, ainsi que laisser un like au passage, le tout en nous rejoignant sur Instagram, sur Discord, et aller checker notre Patreon, là où vous pouvez
supporter financièrement la chaîne avec plein de bonus en contrepartie. Et justement, puisqu'on parle de Patreon, je remercie Angelius, notre nouveau Patreon payant de tiers théoricien. Certains tiers vous offrent un accès à certaines vidéos en avance et surtout, quand on parle du paradigme moral. J'en ai fait des vidéos sur les personnages principaux qui étaient d'alignement mauvais. On peut penser par exemple à Lucifer de la série éponyme où là je m'en suis sorti en disant que c'était littéralement Satan, ou encore à Jinx très récemment qui est à la fois une antagoniste et une protagoniste. Mais ce n'est pas le cas de Death Note. Ici, pas de technicalité. Light Yagami, le protagoniste de la série, est 100% ce qu'on peut appeler un méchant. Et on pourrait dire que c'est une œuvre racontée du point de vue de l'antagoniste. Tout ça et bien plus encore aujourd'hui. Je vous rappelle donc une dernière fois de vous abonner, d'activer la cloche ainsi que de laisser un like et un commentaire nous disant de quel autre méchant on devrait traiter. Le tout en rejoignant Instagram, le Discord et notre Patreon. Même si l'œuvre est assez vieille, je me permets de vous avertir pour de potentiels spoilers. J'ai fait mon blabla de début de vidéo sur ce. Maintenant que c'est fait, analysons le mal. L'histoire de Light. Tout commence un jour comme les autres où nous rencontrons notre protagoniste Light Yagami, un garçon assez atypique. Il est brillant par-dessus le raisonnable et possède une ambition digne des plus grands serpentards. Il est aussi fils de Soichiro Yagami, chef de la police de Tokyo, et de son jeune âge, Light voit déjà la pourriture dans le monde et il semble avoir une compréhension aiguë de l'esprit criminel qui peut habiter l'humanité. Et c'est là que tout va se jouer parce que au même instant, dans l'univers de Mu, un monde dévasté où siègent les Shinigami, dieux de la mort en japonais, un membre de cette espèce nommé Ryuk s'ennuie. Et Ryuk, il va décider de faire ce que, basiquement, tout le monde qui a trop de pouvoir décide de faire quand il s'ennuie, c'est-à-dire ruiner la vie de tout le monde. Tous les Shinigami ont un objet en commun, un cahier de la mort ou un Death Note. En anglais, un cahier dans lequel ils peuvent écrire le nom d'une personne. Et écrire le nom de quelqu'un dans le cahier, c'est la base de la trame narrative. Une fois que votre nom est dans le cahier et que celui qui l'a écrit a votre visage en tête, il vous reste 40 secondes avant de mourir d'une crise cardiaque. Si il décide de vous tuer d'une autre façon, il suffit d'écrire cette autre façon, après quoi la personne qui l'aura écrite aura 6 minutes et 40 secondes pour décrire les circonstances exactes de votre mort. Le cahier permet donc de tuer, mais aussi et surtout, il permet de manipuler les gens avant leur mort. Il permet de leur faire faire certaines choses et ça va être la base de ce pourquoi on va l'utiliser. C'est là que Ryuk va laisser tomber son cahier qui arrivera par terre au Japon. Éventuellement, il arrivera entre les mains de Light Yagami. Et comme par hasard, ce soir-là, il y a un criminel qui a pris une école en otage. Il testera donc le cahier et n'en reviendra pas. Ça va marcher. Le criminel mourra d'une crise cardiaque. Ça va allumer quelque chose en Light. Un besoin de faire régner la justice à sa façon, mais aussi et surtout un besoin de devenir Dieu. Et parlant de Dieu, c'est Ryuk qui va se présenter à Light et lui expliquer les subtilités du Death Note, là où notre protagoniste va expérimenter avec les limites de ses règles. Ça va attirer l'attention des médias, là où on va commencer à parler d'un dieu vengeur ou d'un tueur en série ayant des super pouvoirs. Et c'est là qu'un alias va se dessiner. Cet alias se nomme Kira. Kira venant de killer en anglais, le mot pour tueur, et c'est bien derrière ce nom que Light va commencer à agir. Les plus grands policiers du monde n'ont absolument aucune idée de comment Kira fait pour tuer, ni de comment il choisit ses victimes. C'est là que Interpol va faire appel au meilleur détective de tous les temps, j'ai nommé Elle. Elle, qui est un détective très brillant, mais aussi qui ne prendra pas l'affaire Kira par besoin de justice et de sécurité, plutôt par intérêt. Il veut mesurer son intelligence à celui du tueur en série le plus puissant de tous les temps. Elle va réussir suite à un stratagème à trouver à peu près où habite Kira et à déduire qu'il est un étudiant. C'est là que le FBI enverra des agents au Japon traquer tous les possibles suspects. Light étant un de ces suspects, il réussit à manipuler Ray Penber, l'agent du FBI qui est chargé de le traquer, à tuer tous ses autres compères. Le tout avant de tuer la fiancée de Pember, ce qui va lui enlever une méchante épine du pied. C'est le jour de la graduation de Light que elle, seule autre élève de sa cohorte ayant une moyenne égale à la sienne, se présentera, montrera son visage et lui demandera de l'aide dans son affaire. Le pourquoi du comment, c'est que elle sait pertinemment à quel point Light est un brillant jeune garçon, mais aussi et surtout, il sait qu'il est le fils de Soichiro Yagami. Il est donc très brillant et a de la police dans son entourage. Light a à la fois tous les outils
à sa disposition pour être Kira ou pour aider à l'attraper. Le but étant de profiter de ses compétences tout en le gardant à l'œil. C'est pour ça qu'elle va demander à Yagami de rejoindre la cellule d'enquête. Elle aura toute une transparence sur le fait qu'il garde Light à l'œil depuis très longtemps et qu'il a implémenté des caméras un petit peu partout dans sa vie. C'est là qu'entre le tueur et le détective, un véritable match se dessine. La question que cette rivalité va venir poser est, est-ce que Light réussira à découvrir le vrai nom de elle pour pouvoir le tuer avant que elle soit capable de prouver que Light est Kira? Mais c'est sans compter sur le fait que il y a un autre cahier sur Terre. Ce cahier, il appartient à une certaine Misa Amane, jeune actrice fanatique de Kira qui l'idolâtre depuis qu'il a puni le meurtrier de ses parents. Et ce qui différencie Light de Misa, bon ok, c'est que Misa, elle est franchement conne, on va dire les choses comme elles sont, mais aussi et surtout, Misa, elle a passé un accord avec un des dieux de la mort. L'accord étant avec le Shinigami du nom de Ren. Misa a décidé d'obtenir la vision d'un dieu de la mort. Ce que ça implique, c'est que au-dessus de la tête des gens qui l'entourent, elle est capable de voir leur nom. Ce qui veut dire qu'elle a simplement besoin de voir quelqu'un pour pouvoir le tuer. En échange de quoi, elle renonce à la moitié du temps qui lui reste à vivre. Elle va donc utiliser ce don pour être un deuxième Kira, littéralement imiter le plus grand tueur en série de tous les temps, et c'est là que Light acceptera de la rencontrer, qu'ils commenceront à flirter, qu'ils commenceront à se voir, le but étant d'amener Misa devant elle, qui là se fait appeler Ryuzaki, pour pouvoir obtenir son nom. Le problème étant, elle, il a compris depuis un petit moment qu'il y a un deuxième Kira, parce que Misa en tant que tueur en série, je l'ai dit, je vais me répéter, dans un animé plein de génie, elle est franchement conne et elle fait des erreurs qu'un détective aussi brillant que elle est capable de craquer comme ça. En examinant les preuves, elle se rend très vite compte que Misa est une suspecte dantesque dans l'identité du deuxième Kira, ce qui implique qu'elle ne peut pas donner le vrai nom du détective à Light. Pourquoi? Parce que si Misa est bel et bien le deuxième Kira, c'est très évident qu'elle protège le premier. Et si elle meurt directement après l'avoir rencontré, ça ne regarde pas bien pour Light qui, de façon officielle, est en couple avec. Light qui, au passage, est déjà un suspect dans l'affaire Kira. Cependant, il va lui rester un Joker, et ce Joker, c'est Rem. Rem est l'autre Shinigami qui, à l'opposé de Ryuk, a développé un vrai attachement envers Misa. Et quand un Shinigami utilise le pouvoir d'un Death Note pour sauver un humain, ce dernier se désintègre. Light et Misa vont donc renoncer à leurs droits de propriété sur leurs Death Note respectifs, ce qui va effacer toute mémoire reliée à ces cahiers. Le but étant donc de s'innocenter, blanchissant son nom au maximum, jusqu'au moment où il sera temps pour lui de retrouver ses souvenirs. Éventuellement, l'existence des Shinigami et des Death Note seront révélées, et maintenant la police est 100% OK avec le fait qu'il travaille avec des entités surnaturelles. Au passage, un troisième Kira apparaît, choisi par Light en personne, qui va utiliser le Death Note pour s'enrichir et pour ramener plus de capital à sa compagnie. Light, grâce à un ingénieux stratagème, va être capable de faire arrêter ce troisième Kira et retrouver sa mémoire. Cependant, Light va aussi mettre Misa en danger et ce, de façon volontaire. Le but étant donc de forcer la main à Rem à éliminer elle et donc de se débarrasser du détective et en même temps du dieu de la mort qui est une menace. Devant la tombée de son adversaire, Light se réjouit. Il jubile, il a gagné. Light est le plus brillant, Light est devenu le dieu de ce monde. Il prendra donc la tête de la cellule d'enquête, envoyant ses amis policiers sur de fausses pistes, là où nous rencontrerons Nir et Melo, que nous appellerons N et M. Nir et Melo sont deux enfants prodiges, tout comme elle, qui ont été entraînés depuis un plus jeune âge à prendre sa place au cas où il viendrait à mourir. Light se retrouve encore une fois dans le collimateur de deux brillants détectives, et il va devoir faire attention. Sa première cible est Melo. Il utilise une ancienne collègue scolaire pour l'atteindre avant de la forcer à s'enlever la vie dans un incendie. Le tout après ayant désigné un quatrième Kira au passage pour continuer les meurtres. Ce Kira, c'est Teru Mikame, un homme avec une routine assez rigoureuse qui, chaque 25 du mois, se rend à la banque, retire le Death Note de son coffre-fort et commence à éliminer ses cibles. Cependant, Mikami est sous surveillance de la part de N et c'est là que, quand il va manquer à sa rigueur, ça va attirer leur attention. Il se rend à la banque, mais on n'est pas le 25 du mois. Entre-temps, le père de Light va mener un raid contre Melo pour tenter d'écrire son nom dans le cahier, et c'est sur un lit d'hôpital que Soichiro Yagami va mourir en pensant que son fils n'était pas Kira. Le tout avant de pouvoir lui révéler le véritable nom de Melo, et Light, honnêtement, il a l'air beaucoup plus bum d'avoir pas le nom de son ennemi que d'avoir perdu son père. Mais c'est pas grave parce qu'on va réussir à atteindre Melo. Et, bien entendu, on a tous nos objectifs. Ou presque. On est dans une situation où Melo est mort,
Kiyumi Takada a été éliminée étant la dernière témoin gênante et on a un quatrième Kira qui est apôtre du premier qui continue les meurtres. Il ne reste qu'à se débarrasser de N, ce qui devrait être plus ou moins facile. Cependant, quand la confrontation entre Light et N atteint son paroxysme, Light va révéler trop tôt son plan d'éliminer tout le monde dans la pièce et le Death Note de Mikami sera révélé comme étant un faux. Quand Mikami a brisé sa routine, ça a attisé la curiosité de N. Il a donc pu s'introduire dans son coffre-fort et échanger le cahier contre une copie. Pourquoi il a brisé sa routine? Parce qu'il voulait tuer Kiyumi Takada lui-même, ne sachant pas que Light avait déjà écrit son nom dans le cahier. Le faux Death Note est révélé, les noms de tout le monde dans la pièce y sont écrits, sauf celui de Light. Light a déjà proclamé trop tôt qu'il a gagné et il s'est donc incriminé. Matsuda, un des meilleurs personnages de la série, lui tire dessus, il parvient à s'enfuir et Ryuk, à moitié par ennui, à moitié par pitié, va éliminer Light sur le champ. Kira mourant au milieu d'une cage d'escalier, n'atteignant ni le paradis, ni l'enfer symboliquement. Une idée qui est très importante dans la trame narrative de Death Note. Light a gagné. L'utilisateur d'un Death Note ne peut s'attendre à aller ni au paradis, ni en enfer. Tel est l'avertissement que Ryuk donne à Light à leur première rencontre. Mais alors, où finissent ces utilisateurs? Eh bien, pour beaucoup de fans de l'œuvre, ils finissent à Mu. C'est clairement la théorie la plus populaire sur cette œuvre. L'utilisateur d'un Death Note, après sa mort, devient lui-même un Shinigami. Et pendant longtemps, cette théorie, on a presque cru qu'elle était confirmée. Dans Death Note Relight, un film qui résume l'animé, ce Shinigami sans nom est présenté à l'audience. Et tout de suite, sa ressemblance avec Light a su fasciner les lecteurs et les spectateurs. Ce Shinigami va même amener une pomme à Ryuk pour qu'il lui raconte son histoire. La pomme étant le symbole du lien qui unit Yagami et le dieu de la mort. Et quand Ryuk termine son histoire, il s'aperçoit que son interlocuteur est parti et il dira vers le ciel, à l'époque, tu n'étais pas encore un dieu, Light. À partir de là, beaucoup de fans en sont convaincus. Ce Shinigami est en fait la forme réincarnée de Light Yagami qui s'est réveillé à Mu après sa mort et qui tente de retrouver un petit peu ses souvenirs de sa vie antérieure. Et honnêtement, beaucoup d'arguments s'offrent à nous ici. Premièrement, on n'est bien ni au paradis ni en enfer et ça expliquerait l'origine des dieux de la mort. Parce que si beaucoup de ces dieux ressemblent simplement à des monstres à la Cronenberg, quand tu prends des personnages comme Ryuk qui semblent avoir des vêtements, qui semblent avoir un style, tu peux te dire ils ont probablement une certaine manufacture humaine. Et là, bien sûr, je vous entends, oui, cette théorie, elle aurait été démentie par l'auteur en personne, mais ça ne nous empêche pas de réfléchir. Ce que l'auteur a dit, c'est qu'il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer dans l'univers de Death Note, et que ce Shinigami n'était pas Light. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'en est pas forcément devenu un. Parce que le fait que les dieux de la mort portent des vêtements, le fait que les dieux de la mort sachent qu'est-ce que c'est une pomme, une bonne pomme rouge et juteuse en comparaison aux pommes qui poussent naturellement à Mu, ou juste le fait d'avoir un cahier, quelque chose qu'il faut manufacturer de façon physique, ça ouvre deux possibilités. Soit ils ont ramené ces choses du monde des humains, soit il y a un hot topic ou une usine de vêtements émo et de cahiers à Mu. Ce qui me semble assez tiré par les cheveux. En fait, plus j'y pense, plus j'ai l'impression qu'on a affaire à un retcon. Rappelons que Death Note, c'est une œuvre qui a duré relativement longtemps. Rappelons que Death Note, c'est une œuvre où l'auteur avait peut-être une idée en tête par rapport à ce qui attendait Light après sa mort au début et qu'il a changé d'avis en cours de route. Parce que littéralement tous les éléments du scénario pointent au fait que oui, l'utilisateur d'un Death Note devient un Shinigami après sa mort. C'est aussi comme ça qu'on peut expliquer les Shinigami en général. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est très important dans l'univers de Death Note, c'est que les Shinigami ne sont pas essentiels pour le fonctionnement de l'univers. Un Shinigami peut décider de vous tuer avant l'heure pour obtenir votre temps de vie qui restait, mais sinon vous allez mourir de façon naturelle. Alors s'ils ne sont pas une partie intrinsèque et fondamentale de la création, d'où viennent-ils? Peut-être du monde des humains. Et si c'est le cas, ça ouvrirait la possibilité à ma petite théorie personnelle. Ne peut-on pas penser que Light a gagné? Pensez-y, si des millions de fans ont tout de suite pensé que l'utilisateur d'un Death Note devient un Shinigami après sa mort, ne pensez-vous pas que ça aurait peut-être pu traverser l'esprit de Light? Light qui au cours de l'histoire a mis sa propre vie en danger et ce plusieurs fois pour arriver à ses fins, n'hésitant pas à sacrifier son bien-être et sa santé mentale. Et si Light avait en fait tout prévu, s'il avait manipulé les éléments du scénario pour être justement capable d'être reconnu coupable à la fin, après avoir battu elle qui est son plus grand rival, et devenir un dieu de la mort.
Qu'est-ce qui me fait penser ça? Le personnage de Misa, qu'on peut relier à une autre théorie très populaire sur l'œuvre. Dans un tome bonus du manga, on apprend que, environ 11 mois après la mort de Light Yagami, Misa Amane s'est donné la mort. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est étonnant? Ben, simplement parce qu'on est au courant d'à peu près combien de temps il restait à vivre à Misa. Et, ben, c'était beaucoup plus que ce qu'on a eu. Comment fonctionnent les Death Note par rapport à la vie humaine? Imaginons que quelqu'un soit censé mourir à 80 ans, mais qu'un Shinigami décide que cette personne est censée mourir à 40 ans. À la place, les 40 années qu'il reste reviendront entièrement à l'espérance de vie du Shinigami. C'est comme ça qu'ils survivent et c'est pour ça qu'ils tuent. Et là où c'est bâtard, c'est que l'inverse est possible. Si un Shinigami décide de sauver la vie d'un être humain en utilisant un Death Note, il va mourir et cet humain ramasse toutes les années que ce Shinigami devait vivre. Misa a fait l'échange des yeux 2 fois, ce qui veut dire que son espérance de vie a été coupée en moitié et que cette moitié a été elle-même coupée en moitié. Ce qui n'a pas grand sens parce que même au corps de sa vie, ça implique que Misa serait morte à 28 ans. Après, c'est possible, elle s'est quand même enlevé la vie par elle-même, mais ben, c'est quand même assez improbable. Surtout considérant que Misa, avant ces échanges des yeux, elle avait accumulé les années de vie d'un dieu de la mort et qu'après l'échange des yeux, ben, elle a accumulé les années de vie de Rem. Rem qu'on a vu tuer de nombreuses personnes au cours de l'intrigue. Misa aurait dû vivre des centaines d'années, mais non, elle est morte environ 1 an après. Et oui, c'était de façon volontaire, mais c'est ça qui est bâtard, c'est que dans Death Note, le destin, ça existe et c'est même assez explicite. Le temps de vie, peu importe la cause de la mort, il est le même. Si vous êtes censé mourir de telle ou telle façon à tel ou tel âge, ça va arriver. Sauf si quelqu'un décide d'utiliser un Death Note sur vous. La mort de Misa est soit un trou scénaristique, soit la preuve que quelqu'un, quelque part, a marqué son nom dans le cahier. C'est une théorie très populaire, mais qui n'a jamais eu de vrai follow-up dans l'univers. Et ça, je trouve ça quand même assez dommage, parce que imaginez les retournements de situation s'il y avait eu un autre possesseur de Death Note qui agissait en même temps. À moins qu'on puisse en tirer une conclusion et que la personne ayant écrit le nom de Misa dans le Death Note, ce soit Light. Rappelons que Death Note, c'est une histoire d'enquête policière, c'est une histoire de criminalité, de criminologie. Light le sait pertinemment que Misa devrait vivre des centaines d'années. Pourquoi? Parce que, disons-le, Light est un excellent détective et il a un pouvoir de déduction hors du commun. Mais aussi et surtout, il avait la folie des grandeurs et voulait devenir un dieu, la personne la plus puissante de l'univers. Il a donc le mobile et les moyens. Mobile étant, Light n'a plus besoin de Misa maintenant qu'il est un Shinigami, alors forcément quelqu'un qui a la folie des grandeurs et qui veut vivre le plus longtemps possible pour régner sur ce monde le plus proche de l'éternité qu'il est possible de l'être, ben, il s'en est pris à la personne qui allait vivre le plus longtemps sur Terre, c'est-à-dire Misa. Là où Misa, une fois que Light n'a plus besoin d'elle, ben, elle devient quand même une méchante liability. C'est un thème très récurrent qu'elle est imprudente, qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait et que si Light ne passait pas son temps comme un hélicoptère à la suivre, ben, elle se serait fait attraper direct. Ça, c'est sans parler du fait que Light n'a jamais voulu partager son pouvoir et il ne le fait que quand c'est nécessaire. Alors forcément, devenant un Shinigami, Misa n'est plus utile, elle est dangereuse pour ses plans et aussi, je pense que c'est la dernière chose qui le rattache au monde des humains, comme une espèce de façon de brûler les ponts pour prouver que Light Yagami est bel et bien mort et que Kira arrive sur le monde. Tout ça, bien sûr, c'est si on assume que Light est encore plus brillant que ce qu'on pensait, alors que quand on regarde l'anime sous un certain œil, ben, on voit que c'est peut-être le contraire. Les erreurs de Light. La base de Death Note et plus en particulier la base de la relation et de la rivalité entre elle et Light, c'est le fait de mettre sa propre vie en jeu. Ryuk est très clair sur le fait que si Light se fait attraper, il s'ennuiera et donc n'hésitera pas à le tuer. Là où, si Light réussit à découvrir le vrai nom de elle, il l'écrira dans le Death Note. Bref, il n'y a pas photo, le perdant de ce match va perdre la vie. On n'a donc pas intérêt à commettre des erreurs. Et des erreurs, Light, ben il en a commis tout au long de l'histoire. Et quand on y regarde de plus près, ben ça fait mal. Sa première erreur, elle a été mise en avant de façon assez explicite. Il a été beaucoup trop gourmand avec le cahier. Ryuk lui-même dira qu'il est impressionné de la quantité de personnes qu'il a tuées. Et pour qu'aux yeux d'un dieu de la mort t'aies l'air d'un psychopathe meurtrier, faut le faire. La plupart du temps, les humains ont trop peur pour écrire autant de noms.
Il paraît que plusieurs Death Note sont déjà passés dans le monde des humains, mais tu es le premier à tuer autant de tes congénères. Et tout ça en seulement 5 jours. À force de tuer des criminels, le tout avec un horaire fixe, c'est exactement comme ça que elle et Interpol ont compris que Kira était probablement un étudiant résident au Japon, parce qu'ils ont vu des patterns dans les horaires de ces meurtres. Et bien sûr, après, Light, il s'est rattrapé, il a commencé à programmer ses assassinats des heures, des jours, des semaines à l'avance, mais c'était trop tard. Il y avait toujours cette certitude que Kira est un étudiant japonais. C'est aussi ce changement d'horaire qui a mis elle sur sa piste. Elle a compris à quel point Kira était quelqu'un de brillant et il a compris que cette affaire était assez intéressante pour attirer l'attention du meilleur détective au monde. C'est donc comme ça que Light a attiré la plus grosse épine dans son pied. Deuxièmement, et ça c'est une de ses plus grosses gaffes, mais Light a tenté de tuer elle devant des millions de personnes à la seconde où il a cru qu'il s'était révélé à la télé. Je suis le seul homme qui possède le pouvoir de commander toutes les forces de police du monde. Je m'appelle Lind L. Taylor, mais je suis d'ordinaire connu sous le nom de L. Comment elle a construit ce piège, c'est qu'il a pris un condamné à mort, a lui a demandé de révéler son véritable nom dans un journal télévisé diffusé de façon horaire un peu partout au Japon. Et voyant quand est-ce que Kira a vu le bulletin télévisé et a tué Lind L. Taylor, c'est à ce moment qu'il a compris à peu près où habitait Light, resserrant encore l'étau autour de la possibilité des suspects. C'était un piège et Light est tombé tête première dedans. Ce qui nous offre bien le défaut fatal du personnage. Light, il est pas con. C'est juste qu'il pensait pas que quelqu'un comme elle, que quelqu'un tout court, soit capable d'être aussi brillant que lui, de lui tendre un piège dans lequel il tomberait. Il a baissé sa garde et c'est ce qui lui a créé son némésis. Alors, qu'est-ce qui se passe? On t'entend plus tout à coup? C'est incroyable. Je n'y croyais pas. Tu es donc capable de tuer quelqu'un sans être en sa présence physique. Avec le recul, voyant l'animé au complet et sachant ce qu'on sait maintenant, je pense que n'importe qui aurait pu déduire que elle, qui a bâti sa carrière de détective au fait de ne jamais révéler ni son nom ni son visage à personne, n'aurait pas forcément révélé les deux dans un journal télévisé diffusé en direct. Surtout quand on a déjà plus ou moins établi que Kira est capable de tuer à distance quand on a besoin du nom et du visage. Ouais, non, quand tu prends la chose comme ça, en fait, c'est probablement la seule fois où Light a vraiment été incroyablement stupide dans l'animé. Je veux dire, on était quand même sur une chaîne nationale. Elle ne révèle même pas son vrai visage à Interpol. Non, je suis désolé, mais on a de la chance que Light, il soit un narcissique mégalomane, parce que là, même Misa, elle serait pas tombée dans le piège. Troisième erreur, et on en revient à son défaut principal, c'est-à-dire l'arrogance. Light décide de toujours ou presque tuer ses victimes par crise cardiaque. C'est une façon de signer son œuvre. Et ça, bah c'est pas bien. Vous savez qu'en prison, on a des médecins légistes, il va y avoir une autopsie sur les cadavres, et je veux dire, ils vont s'en rendre compte éventuellement que les gens qui sont morts de crise cardiaque, ils avaient pas d'antécédents. Je veux dire, une fois ou deux, oui, ça peut arriver, mais au bout de 250 fois, tu commences à te poser des questions quand même. Et oui, c'était une façon d'intimider tout le monde. Light voulait être craint, il voulait être respecté et adoré. Mais le fait étant que comme ça, il a surtout commencé à laisser des indices. Il a dit littéralement à la police, à Interpol et à elle, tiens, voilà, j'existe. Et puis c'est comme ça que je tue des gens. Et ça, c'est votre premier indice pour m'attraper. Je pense vraiment que si Light avait été un petit peu plus patient, s'il avait été un petit peu plus subtil avant de commencer à signer ses œuvres, peut-être qu'il aurait pu installer la machine de façon beaucoup plus efficace avant qu'elle ne rentre en jeu, lui donnant un bon coup d'avance, là où Kira serait devenue virtuellement intouchable. Ce qui vient avec notre prochaine erreur, le fait d'expérimenter avec le Death Note de façon peu subtile. Il a par exemple forcé un détenu à dessiner avec son propre sang sur le mur de sa cellule avant de mourir. Et encore une fois, oui, je veux bien que ce soit spectaculaire, mais il y avait quand même plein d'autres façons de faire des expériences avec le cahier. Et ça, de façon beaucoup plus subtile. Là, encore une fois, Kira a laissé un indice. Et surtout, je veux dire, cette expérience en particulier, à quoi ça lui avance? Il avait des bases. Tu écris le nom de quelqu'un et là, personne meurt. Oui, il y a des choses à tester, oui, il y a des zones grises, mais encore une fois, on aurait peut-être pu y arriver plus progressivement. Dans le sens où, pour faire cette expérience en particulier, pour savoir à quel point on peut manipuler quelqu'un, Light, il aurait peut-être pu attendre, je sais pas moi, un fugitif qui n'est pas en prison de façon surveillée, ou quelqu'un qui a l'habitude de faire ce genre de dessin, ou du moins qui fit le profil. Voire même juste
juste quelqu'un qui se dresse sur son chemin ou un civil random, parce que c'est vraiment pas des victimes que Light est au-dessus de target si ça peut lui rapporter quelque chose. Encore une fois, Light a semé trop d'indices, ça a attiré l'attention d'elle et c'est à partir de ce moment qu'il a dû être de plus en plus prudent. En parlant d'indices, et ça c'est un gros que Light il a présenté Misa beaucoup trop tôt à elle. C'est gagné. Misa peut voir le vrai nom de Ryuga. Je suis la petite amie de Light. Je m'appelle Misa Amane. Enchantée. Nous venons d'arrêter Misa Amane. On la soupçonne d'être le deuxième Kira. Je veux dire, je sais qu'on dit que snitches get stitches, mais il y a peut-être un abus, là. Le tout juste après que Light ait rejoint la cellule d'enquête à un moment où il sait déjà qu'il est le principal suspect dans la tête de Ryuzaki, et surtout, après qu'on ait eu un deuxième Kira imitateur du premier. Ce second Kira qui a envoyé des cassettes à la police, des cassettes où se retrouvent certaines preuves ADN, dont des poils de chat. Poils de chat que Misa a aussi sur ses vêtements. On a retrouvé dans sa chambre des poils de chat, de la poudre de maquillage et des fibres de vêtements identiques à ceux qu'on a retrouvés sur la bande adhésive qui fermait les enveloppes dans lesquelles les cassettes sont arrivées à Sakura TV. Un personnage aussi brillant que Light aurait dû comprendre que s'il présentait Misa directement après l'apparition du deuxième Kira comme sa petite amie, elle allait la soupçonner. Et c'est exactement ce qui s'est passé. En présentant Misa aussitôt, ce que Light il a fait, c'est de donner de l'information qui est très dangereuse à quelqu'un qui est décrit directement comme intrépide et qui ne réfléchit pas toujours avant d'agir. Mais aussi et surtout, il a partagé des informations que quelqu'un va peut-être pouvoir extirper de Misa, tout en sachant que si elle tue elle maintenant, ça va directement incriminer Light. Et cette impatience, ça vient du fait que à quelque part, Light avait très peur de elle. Il savait que s'il y avait une personne qui avait le potentiel de le surpasser, c'était lui. Ça l'a poussé à commettre une erreur et ça l'a poussé à revoir sa stratégie au complet. Et ça, c'est visible très souvent à travers l'histoire. Les rares moments où Light perd son calme, c'est la mort de son père, la fin quand c'est clair qu'il a perdu, et le reste du temps, c'est quand il sent que elle prend l'avantage. Dans les faits, quand tu regardes la situation en rétrospective, n'importe qui aurait soupçonné Misa, surtout quand tu considères que Light était déjà un suspect, que le deuxième Kira venait de se révéler comme admirateur du premier, et qu'on a littéralement des preuves matérielles contre elle. Ce qui nous amène à une autre erreur que, maintenant que je me suis refait un petit peu la trame narrative et que j'y ai pensé, elle est monumentale. Light n'aurait jamais dû rejoindre la cellule d'enquête sur Kira. Elle lui a dit textuellement que de rejoindre cette cellule d'enquête, ça allait lui permettre de garder un œil dessus, quelque chose qu'il faisait déjà en l'espionnant et que Light savait déjà qu'il faisait. Le but de Light, c'était d'amener la police sur une fausse piste. Et je veux bien, sur papier, c'est une bonne idée, mais une vraie enquête criminelle, ça n'implique pas un cahier magique. Et ça, c'est juste un avantage non négligeable que Light a mis en jeu. On savait que Kira avait le pouvoir de tuer quelqu'un à distance. On savait qu'il avait besoin de son nom. On savait qu'il avait besoin de son visage. Mais le cahier, ça restait un mystère. On ne savait pas comment il s'y prenait. En étant en proximité physique avec elle, Light, tout ce qu'il a fait, c'est restreindre ses mouvements. Et dans un univers où la mécanique de tuer quelqu'un par magie est aussi précise dans un système de magie dure, où t'as littéralement des lois écrites sur comment ça fonctionne que Death Note, les technicalités, c'est la dernière chose avec laquelle tu peux jouer. Surtout quand tu te rends coupable de plus de 200 000 homicides si on prend les estimations de la chaîne Film Theory. Light a pris un risque, il a décidé de mener la police sur une fausse piste, mais ce qu'il a pas compris, c'est qu'il avait vachement plus à perdre que elle dans cet échange. L'échange était, elle peut surveiller Light et Light peut brouiller les pistes. Mais Light, il a négligé le fait que lui, il avait quelque chose d'énorme à perdre, c'est-à-dire le Death Note. Elle, ce qu'il avait à perdre, c'était pas grand-chose, dans le sens où Light n'avait jamais eu accès à son nom et aussi et surtout, ça lui a permis d'être physiquement à côté d'elle, là où il était vachement plus restreint quand il ne faisait que l'espionner dans sa chambre. Ça, c'est sans parler du fait que si on découvre le Death Note, c'est quand même une preuve monumentale. C'est marqué directement le nom de la personne qui est écrit dans ce cahier mort est à la liste de toutes les victimes que Light a tuées. En ordre chronologique en plus. Oui, Light a caché le Death Note avec un mécanisme hyper complexe qui va le détruire s'il est découvert. Mais dans les faits, si c'est aussi dangereux qu'on a besoin de le cacher, pourquoi donner de la proximité à son adversaire? C'en est rendu au point que pour s'innocenter, Light, il tente de falsifier les règles du Death Note en y ajoutant une fausse clause qui va l'innocenter. Et elle a tout de suite compris que c'était pas vrai. Surtout que Light avait vraiment pas besoin de rejoindre la cellule d'enquête pour ramener la police sur des fausses pistes, tout ce qu'il
qu'il avait besoin de faire, c'était de manipuler telle ou telle personne avec le Death Note pour être capable d'envoyer des pistes à droite à gauche qui ne mènent nulle part. Ça aurait peut-être pas été aussi efficace, mais ça aurait été vachement moins risqué. Avec cette logique, il aurait peut-être même pu marquer le nom d'une des rares personnes qui connaît le visage de L dans le Death Note et le dire qu'il meurt après avoir tué le détective. Le tout en donnant une méchante grosse description physique en étant très précis sur les circonstances de la mort. On a vu que ça fonctionnait quand Light met Ryuk devant les yeux de quelqu'un sans pour autant le nommer dans le cahier. Parce qu'à la seconde où L révèle son visage, il va donner un faux nom, celui d'un acteur connu. Là où si Light avait tenté de le tuer, il aurait probablement tué cet acteur et ça l'aurait mis en tant que principal suspect, voire pire, ça l'aurait direct incriminé. Alors que cette conversation arrive avec la conviction ferme que Kira a besoin du nom et du visage de la personne qu'il tente de tuer. Si Light n'avait pas rejoint la cellule, ça aurait dérouté l'enquête et honnêtement, ça aurait aussi grandement affecté la crédibilité de elle en tant que détective. Et oui, on peut penser que par exemple, si Light avait utilisé son père pour tuer elle, ça l'aurait incriminé, mais elle, il est mort. Et ce genre de raisonnement, c'est pour ça qu'on a confié l'enquête à elle. C'est parce que c'est le seul qui est capable de tisser des liens à ce point sans que ce soit totalement abracadabrantesque. Genre, on va pas se mentir, elle, c'est pas un détective. Il a juste lu le scénario. Le cahier à Aoyama. Se montrer le cahier. Le deuxième Kira. Fais-moi voir ce cahier, un coup de foudre. Le deuxième Kira. 2 cahiers. Il existe au moins 2 cahiers de ce genre. Le reste de la cellule d'enquête, voire de la police en général, sont très très loin d'être à son niveau. Si Light s'était débarrassé de lui de cette façon, peut-être qu'il aurait gagné beaucoup plus tôt. Et oui, ça implique qu'il aurait dû tuer son propre père, mais c'est Light. Surtout que ça, c'est vraiment juste un exemple sur lequel j'ai pensé vite sur le tas. Mais le fait étant que de tuer elle sans avoir son nom et surtout sans rejoindre la cellule d'enquête, ou tout du moins, si c'est pas pour le tuer, de l'amener sur une fausse piste, ça aurait été relativement facile. Alors pourquoi est-ce que Light ne l'a pas fait? C'est à cause de son défaut fatal. Le moment où Light a perdu. On va commencer par une petite anecdote. J'ai une connaissance qui a déjà pris un cours en criminologie et on parlait justement de ce sujet et ce qu'elle m'a dit, c'est que son professeur lui avait dit que beaucoup de serial killers, quand tu regardes leur track record, quand tu regardes leur arrestation, c'est pas qu'ils se sont rendus, c'est pas que l'affaire a été craquée à cause d'un indice qui a été retrouvé et que personne n'avait pensé. C'est qu'ils ont commencé à être imprudents parce que le confort s'est installé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je sais pas, mais ça reflète énormément bien Light. Son gros défaut, c'est l'arrogance. Cette arrogance, elle vient justement de son intelligence. Il est super brillant et il le sait, mais justement, il est tellement brillant que des fois, ça le rend imprudent. Toutes les erreurs que Light a commises viennent de cette arrogance. Il a besoin qu'on sache qu'il est le plus grand, qu'il est le plus fort, qu'il est le plus brillant. On a besoin de savoir que Kira est le meilleur et que Light est le meilleur. Encore une fois, oui, je pense que Light n'aurait pas dû rejoindre la cellule d'enquête, mais c'est vraiment avec l'apparition de Misa que viennent les premiers red flags. Elle va tout de suite comprendre que les meurtres qui sont perpétrés par un deuxième Kira viennent d'un imitateur, ce que Light va aussi comprendre, mais Ryuzaki va tenter de le laisser expliquer son raisonnement. Alors Light, est-ce que tu as remarqué quelque chose? Quelque chose d'intéressant, bien sûr. Il ne serait pas impossible que quelqu'un d'autre possède le même pouvoir que Kira. Celui que nous connaissons n'a encore jamais choisi comme victime ce genre de petit criminel. Il dit la même chose. Et oui, il arrive à la même conclusion que elle. Light, bien entendu, il va dire à la cellule d'enquête que lui aussi pense qu'il y a un deuxième Kira et elle révélera que c'est son idée aussi. Et ça, ça pose quand même un énorme problème. Pourquoi? Parce que Light, il a confirmé les soupçons de elle sur le deuxième Kira, basé sur le fait qu'il a des patterns beaucoup plus imprudents. Si Light avait gardé cette information pour lui, s'il n'avait jamais dit à elle que lui aussi pensait qu'il y a un deuxième Kira, je vois 3 possibilités. Premièrement, elle aurait peut-être pu comprendre que Light a compris et qu'il cache le deuxième Kira justement pour tenter de brouiller les pistes. Ça aurait renforcé les soupçons de elle, mais il n'aurait toujours aucune preuve à l'appui, donc en bout de ligne, ça ne change pas grand-chose. Deuxième option, peut-être que Light aurait pu jouer la carte du chaos. En disant que ce deuxième Kira est en fait le même Kira, peut-être que ses patterns auraient commencé
commencé à clasher et l'espèce de profil que la cellule d'enquête avait commencé à dessiner autour de Kira, ben il s'en serait vu entaché. Et donc, ça aurait été de plus en plus difficile de commencer à prévoir ses faits et gestes. Troisième option, elle se serait dit que Light n'est peut-être pas aussi brillant qu'il le pensait finalement et il aurait perdu intérêt envers lui. Considérant que elle est un excellent détective mais qu'il agit principalement par intérêt et dans le but de se mesurer à aussi voire à plus fort que lui, je pense que cette option est la plus intéressante. Et si ça avait été le cas, ben vous imaginez à quel point Light aurait pris l'avantage. Elle aurait commencé à le sous-estimer. Alors pourquoi est-ce qu'il a révélé l'information? Ben c'est justement pour ça, c'est par arrogance. Light, il avait besoin qu'on sache que c'était une pâle copie, que c'était un imitateur beaucoup moins brillant et beaucoup plus imprudent, que ce deuxième Kira n'était pas à sa hauteur. Tout ça est tellement mauvais que j'en aurais presque des nausées. Est-ce parce que je suis le vrai Kira? En tout cas, c'est une véritable atteinte à mon image. Light, il voulait le respect, il voulait l'estime, il voulait qu'on le vénère. Et juste le fait que son alias soit traîné dans la boue comme ça ne lui plaisait pas. Et je pense que c'est pour ça qu'il a été honnête avec elle. Peu importe ce que ses monologues intérieurs disent. En révélant cette information, il a non seulement montré à quel point Kira était un grand esprit criminel, mais à quel point Light Yagami était un excellent détective au même niveau que elle. C'est cette arrogance, il a besoin qu'on sache que c'est lui le meilleur. Et c'est ça qu'il l'a perdu. Mais ce n'est que le catalyste parce que le moment où Light perd vraiment arrive un petit peu plus tard. Silence dans une pièce sombre. Puis des battements de cœur. D'un coup, le meilleur détective au monde s'effondre au sol. Son némésis le regarde, cachant sa joie derrière un faux sentiment d'inquiétude. On dit souvent que Death Note est un animé qu'il faut regarder 2 fois pour pleinement comprendre et apprécier. Et à mon sens, la mort de L en est le parfait exemple. C'est le moment où Light a gagné, c'est le moment où Light a su mettre son némésis sous terre, c'est le moment où Light est devenu le dieu qu'il a toujours voulu être. Tout ça sans compter sur l'intervention de Nier et Melo, des orphelins qui sont là pour remplacer elle. Chose qu'ils seront incapables de faire si on s'accorde à ce que Nier dit lui-même, idée qui semble supportée par Light. Il se dit que si on a besoin de faire venir les remplaçants, c'est qu'ils sont beaucoup moins brillants et donc beaucoup moins dangereux que l'original. Les moments de confrontation entre elle et Light ont tous la même base. Ils ne savent pas à quel point l'autre pense 2, 3, 10 coups d'avance sur eux. Ils tentent donc de prendre le plus de ces coups d'avance qu'il est possible d'avoir. Et ça trahit quelque chose. Même si Light et elle se vouent un espèce de respect mutuel, ils ont aussi très peur de l'autre. Ils savent que si quelqu'un a le potentiel de les dépasser, c'est celui qui se tient devant eux. C'est pas exactement comme ça qu'on retrouve Light quand il se confronte à Melo et encore moins à Nier. C'est un moment où Light, il devient beaucoup plus impulsif, il devient plus agressif, plus imprudent, il est plus énervé que fasciné et terrifié par son adversaire. Light avait un véritable estime pour elle, un estime qu'il n'a pas pour Nier et Melo. Il les considère comme moins brillants et donc, il a pas besoin de faire aussi attention. Et c'est bel et bien cette imprudence qui découle de son arrogance qui va le perdre. Et honnêtement, c'est une réaction qui est quand même assez compréhensible quand tu prends les choses comme elles sont. Je veux dire, Light, il a réussi à être plus brillant que elle. Elle qui est le meilleur détective du monde, mais qui aussi est l'alliance du 2e et du 3e meilleur détective du monde. Alors, pourquoi est-ce qu'il s'en ferait quand le numéro 4 et 5 viennent à la charge? Je veux dire, on joue dans les ligues majeures ici. Et les erreurs qu'on a mentionnées plus haut par rapport à elle, Light contre Nier, il va continuer de les faire. Et il va continuer de les faire en boucle de façon galactique. Il révèle beaucoup trop tôt ses secrets à des gens dont la loyauté est approuvée. Il met trop d'atouts sur la table au point où il va consciemment donner le contrôle d'un Death Note à un fanatique de Kira qu'il n'a jamais rencontré avant. Et il avoue avoir gagné avant que les gens aient commencé à mourir à la fin. Et c'est justement ça, il a littéralement avoué ses crimes parce qu'il était persuadé d'avoir été le plus brillant. Ça finit comment pour toi, Light? C'est Nier qui a manigancé cette histoire pour me piéger! Leurs noms sont sur le cahier, ils sont en vie! Ça ne vous paraît pas bizarre? C'est bien la preuve que c'est un piège! C'est ce que je pensais. Tout ça parce que ça a pris beaucoup de déni, d'introspection et surtout de réalisation comme quoi
elle joue dans la même cour que Light. Alors déjà que ça a été difficile à accepter pour lui, penser que quelqu'un d'autre puisse l'atteindre à ce même niveau, c'était totalement impossible. L'ironie étant, ce sont justement les actions combinées de Nier et de Melo qui ont réussi à faire tomber Light. Peut-être qu'ils ne surpasseront jamais elle individuellement, mais ensemble, ils ont été beaucoup plus brillants que Kira. Et c'est grâce à leurs efforts combinés qu'ils le feront tomber de son trône, ne laissant derrière que le souvenir d'un Light Yagami brisé qui a su devenir son propre pire ennemi. Qui d'autre que moi aurait pu le faire, hein? Qui pouvait aller si loin? Qui pouvait entreprendre cette tâche? Je suis le seul à être capable de bâtir ce nouveau monde. Un protagoniste atypique. Reprenons donc ce qu'on disait dans la vidéo sur Julite. Le protagoniste a tendance à commencer l'histoire avec des défauts qui vont généralement créer du conflit, le conflit étant la base du moteur d'une histoire, et tout au cours du récit, ils vont s'améliorer, corriger ces défauts et ils vont ressortir grandis. C'est ce qu'on appelle un développement de personnage. Ça se fait aussi dans l'autre sens. C'est tout à fait possible de développer un personnage et de le rendre pire, mais c'est généralement pas comme ça qu'on écrit un protagoniste. Par exemple, Aladdin se voit récompensé après avoir appris à contrôler son arrogance, même arrogance qu'il a exploitée pour vaincre Jafar. Marty échappe à un futur minable et triste en apprenant à ne pas se laisser provoquer par le premier abruti qu'il traite de mauviette. Coraline, elle a appris à apprécier ce qu'elle a et réalise que ses parents qui travaillent trop, ça ne veut pas forcément dire qu'ils ne l'aiment pas et que c'est même tout le contraire. Bref, un défaut, c'est l'initiateur de la quête personnelle de notre héros et il va devoir affronter ses démons en même temps que son antagoniste. Pas avec Light. Avec Light, on prend la logique, on la retourne, on lui pile dessus et on regarde ce que ça donne. L'histoire de Death Note est une histoire de descente aux enfers et j'en ai rarement vu des aussi violentes. La descente aux enfers, c'est classique en fiction. Ça se dépeint par le fait qu'on est introduit à un personnage qui a généralement tout ce qu'il veut ou presque et qui va finir par tomber de plus en plus bas vers les tréfonds de la santé mentale. Par exemple, une bonne histoire de descente aux enfers, ce serait Jack Torrance, qui commence comme un monsieur madame tout le monde dans le roman ou comme un monsieur madame plus ou moins tout le monde mais quand même frérot t'as un petit problème, tu devrais voir un psy dans le film et qui finit par devenir un véritable malade, violent, impulsif et dangereux, là où l'hôtel Overlook fait ressortir tous ses démons. À noter que c'est aussi plus ou moins le schéma narratif qu'on va retrouver chez Anakin Skywalker. Mais il y a une différence entre Jack et Anakin et Light. Pour Jack, c'est dit textuellement à la fois dans le roman et le film qu'il a un problème d'alcool et qu'il a déjà été violent par le passé avec sa famille. Pour Anakin, on le suit dans des préquels. Normalement, on sait qu'il va devenir Darth Vader. Et même si on n'a pas vu les suites et qu'on veut regarder 1, 2, 3, 4, 5, 6, Anakin, il a des red flags. Les personnages qui subissent une descente aux enfers, de manière générale, ce qui les amène à être tirés vers le bas, c'est visible dès le début du roman. Ce n'est peut-être pas aussi flagrant que vers la fin, mais on comprend d'où vient le problème. Pas pour Light. Light, au début de l'histoire, il est parfait, ou du moins assez proche que la différence n'a aucune importance. Il est grand, il est beau, il est brillant, il est amical, les gens l'aiment, il est le top student dans une des meilleures écoles du Japon. Et honnêtement, j'en arrive à formuler ça non ironiquement, mais c'est dommage que ce soit un meurtrier parce que moi j'appelle ça l'homme parfait. Mon amour, est-ce que j'ai des red flags? C'est vraiment comme ça que tu veux passer la soirée? Tu veux qu'on s'engueule? Mais non, c'est juste une question. C'est parce que j'ai vu un article qui dit que si t'aimes vraiment quelqu'un, tu supportes ses red flags et ça, peu importe l'intensité ou à quel point ça te met en danger. T'imagines même pas la toxicité de la relation que t'es en train de décrire. Bref, c'est pas le point. Est-ce que j'ai des red flags? Bon, écoute, mon amour, t'es grand, t'es drôle, t'es fort, t'es intelligent. C'est vrai. Unique, t'es très travailleur, t'as un sens aigu de la justice et du détail. Arrête, tu vas me faire rougir. Mais j'avoue que des fois, ça me fait un petit peu peur les monologues intérieurs que t'as pendant que t'écris le nom des criminels que t'es sur le point de tuer dans ton cahier. J'ai dit quelque chose qu'il fallait pas? T'aimes pas mes monologues intérieurs? C'est pas que je les aime pas, c'est juste, je veux dire, c'est des monologues intérieurs. Moi, je sais pas, je suis pas dans ta tête, je veux dire, je fais juste regarder écrire pendant 10 minutes des noms sans savoir pourquoi. Ok, ouais,
Je te promets que je vais travailler là-dessus. Bref, on nous présente donc un Light équilibré qui a un brillant avenir devant lui, et ce peu importe la voie qu'il veut emprunter. Arrive ensuite le Death Note. Si oui, Yagami était déjà mis en retrait par rapport au reste de sa classe, on peut penser que c'est plus par manque d'intérêt que par réelle isolation. Ça, et par pure supériorité. C'est une brillante école, et même là, Light est au-dessus de la moyenne. Bref, on nous présente un ado où tout le monde rêve d'être lui ou d'être vu avec lui. Tout le monde le tient en haute estime. Et sa solitude vient sûrement du fait qu'il intimide tout le monde autour. Jusqu'à ce qu'on arrive à la fin où Light, il est complètement cinglé. Alors, plusieurs choses sont importantes ici. Déjà, Death Note. Qu'est-ce qui se passe pour avoir un décalage aussi énorme en 37 épisodes entre le Light de l'épisode 1 et le Light de l'épisode final? Contrairement à Jack Torrance, cette descente aux enfers, si tu n'observes pas les détails de façon très fine dans l'animé, elle est assez surprenante. Mais aussi de deux, Light est un protagoniste et commencer son histoire à un plus haut niveau de qualité que à la fin, c'est pas comme ça qu'on écrit un protagoniste en général. Et je dis protagoniste, mais de manière générale, pour une personne tout court, c'est assez atypique. Je pense fondamentalement que le but ultime de tout le monde, ça devrait être de s'améliorer. C'est aussi très bizarre quand tu considères qu'à la fin de l'histoire, Light, il a été Kira et au sein de la police de Tokyo pendant environ 5 ou 6 ans. Il a beaucoup plus d'expérience. Il est censé être beaucoup plus brillant, beaucoup plus entraîné. Il n'est pas censé commettre les erreurs qu'il a commises. Ou du moins, s'il les commet, ça devrait pas être aussi violent et flagrant pour que quelqu'un qui est moins brillant que elle qui a déjà été battue par Light, puisse identifier et qu'il puisse les utiliser contre lui. Et c'est selon moi pour ça qu'on peut dire que Death Note est une histoire de descente aux enfers particulière. C'est parce qu'elle est racontée à l'envers. On prend un personnage qui est la meilleure version de lui-même qu'il est possible d'être et on le fait sombrer lentement, violemment, douloureusement, jusqu'à le retrouver en enfer. Et puisqu'on est dans le registre infernal, tenté par le fruit défendu. Light Yagami avait 17 ans quand un cahier démoniaque s'offre à lui. Un cahier lui permettant de tuer qui il le souhaite. Bon, déjà, on va être honnête, en tant qu'audience, on est très chanceux que ça se soit pas passé comme ça. Oui, vas-y, petit, laisse-toi tenter par le cahier. Ramasse-le et deviens le monstre que tu es. Monsieur, attendez. Hein, oui? Je pense que vous avez laissé tomber votre cahier. Oh, c'est pas à moi, mais merci, je le prends. C'est très gentil. Je rêve où il vient de donner mon Death Note à un professeur d'école maternelle. Ah, c'est parfait comme cahier ça. Je vais pouvoir recopier en boucle le nom d'absolument tous mes élèves pour être sûr de m'en rappeler. Ok, d'accord, c'est pas ce que j'espérais, mais éventuellement ça peut être intéressant. Maintenant, si je vous demande de me citer probablement le seul objet qui représente le mieux cette œuvre que le Death Note en lui-même, il est très probable que vous me parliez de pomme. La pomme est le symbole de l'amitié entre Light et Ryuk, mais elle contient tout un autre sens religieux. Les références bibliques sont légion dans Death Note. C'est même autour de ça que se construit l'histoire. Par exemple, la scène où elle nettoie les pieds de Light qui fait rêver les fanshippers, c'est surtout une scène où elle accepte sa mort inévitable, tout comme Jésus qui lave les pieds de Judas le soir avant sa mort. À ce moment, il a pleinement accepté qu'il va mourir. Il a pleinement accepté qu'il n'a pas les preuves pour incriminer Light. Mais il a aussi accepté le fait qu'il est convaincu à 100% que c'est lui qui ira. Et ça lui va. Un peu comme Jésus qui meurt pour nos péchés. Et la pomme, religieusement parlant, ça a beaucoup de signification. Déjà de base, c'est le fruit de la connaissance, ou du moins c'est comme ça qu'on le représente majoritairement. Le fruit que le diable utilise pour tenter Adam et Ève, leur offrant la connaissance, ce qui vient corrompre l'œuvre de Dieu. Un peu comme Light qui lui reçoit un grand pouvoir, mais un pouvoir qui le corrompt. Un pouvoir qui tue à petit feu le bien en lui. Un pouvoir qui détruit le meilleur étudiant du Japon pour le faire devenir un véritable psychopathe. Avec cette lecture de l'œuvre, on comprend ce qu'est la pomme. Elle est une allégorie du Death Note en lui-même. Elle est l'allégorie de la tentation, de ce qui va amener Light à faire le mal et à éteindre toute bonté dans son cœur. Dans la Bible, quand Adam et Ève se laissent tenter par le fruit défendu, ils se font rejeter par Dieu parce qu'il a peur qu'ils prennent le fruit de l'arbre de l'immortalité et donc deviennent beaucoup trop puissants pour ce quoi ils ont été programmés. Dieu va donc les bannir du paradis, mais il ne les envoie pas en enfer. Il les envoie sur terre, là où Adam va devoir se défoncer au travail toute sa vie et où Ève va connaître d'innombrables douleurs quand viendra le temps d'enfanter. Et exactement comme Light, c'est parce qu'ils ont été tentés par le fruit défendu que Adam et Ève n'ont droit ni au paradis ni à l'enfer.
En ce sens, peut-être qu'on peut voir en Ryuk un dieu offrant le cahier à Light, lui offrant ce pouvoir et l'observant l'utiliser, comme les contes populaires de Lucifer, l'ange déchu, qui fut offert le libre arbitre par Dieu et qui, après avoir mené une rébellion contre le Créateur, se verra bannir vers les ténèbres. Parce que en tant que tel, le cahier, il est accompagné de ce libre arbitre. Absolument rien ne forçait à Light à tuer toutes ces personnes. Rien ne forçait à Light à ramasser le cahier. Rien ne forçait Light à devenir Kira. C'est un choix que Light a fait, un choix qui, suite à la tentation, l'a poussé à devenir un être démoniaque. Ce choix, il fut offert par le cahier, par la pomme, par le fruit défendu. Et c'est ce qui a amené Light à avoir une vision corrompue de l'idéal qu'il défendait. Je suis la justice. C'est quoi la justice? Et surtout, comment est-ce que ça affecte nos personnages dans Death Note? La phrase « Je suis la justice » est l'adage qui opposera principalement Light et elle dans leur combat, les deux se battant en son nom, mais les deux cachant leur vraie motivation derrière une image de parangon justicier. Pour elle, la justice sert surtout à justifier son intérêt dans cette histoire de chat et de souris. Elle veut se mesurer à quelqu'un d'aussi brillant que lui. Et on y revient encore, c'est probablement pour ça que c'est généralement accepté dans le fandom qu'elle était convaincue que Light était Kira quand il lui nettoie les pieds. C'est parce qu'il a pas vraiment besoin de le mettre en prison, il a juste besoin de savoir qu'il avait raison. Et après, je veux dire, il savait qu'il avait raison sur le plus grand tueur en série de tous les temps. Au point où on en est rendu, pour elle, il avait plus grand chose à vivre. Surtout quand tu considères que c'est vraiment à partir de sa mort que Light commence à commettre des erreurs. Alors, à quelque part, ne peut-on pas dire qu'elle est indirectement responsable de la tombée de Kira? Pour Light, c'est l'arrogance. La justice sert à justifier son égocentrisme. Il a besoin que tout le monde sache qu'il est le plus fort. Je suis le seul à être capable de le faire. Alors c'est parti. Grâce au Death Note, je vais transformer ce monde! Mais en bout de ligne, ce ne sont que les deux côtés d'une même pièce, pas opposés, complémentaires, là où la justice n'est qu'une excuse pour nos deux personnages pour la façon dont ils se comportent par rapport à leur vraie motivation. La forme a beau changer, le fond reste le même. Light et elle sont deux personnes fondamentalement horribles. Disons les choses comme elles sont, les deux sont des personnes horribles. Et c'est pour ça que je les adore. D'ailleurs, je dis pas que j'ai un personnage préféré de toute l'histoire de la Japanimation, mais si j'en ai un, c'est probablement elle. Pour illustrer mes propos, je ne crois pas avoir besoin de rappeler à tout le monde les saloperies que Light a fait, c'est le thème principal de la vidéo, mais pour ce qui est d'elle, lui non plus, il est pas tout blanc. Rappelons-le, il a séquestré Misa de façon totalement inhumaine, il a joué avec la vie de plusieurs personnes dans le but d'arrêter Kira, et surtout, il a mis des personnes qui ne devaient pas l'être en danger, alors qu'ils n'avaient rien à voir avec quoi que ce soit. Ça, c'est sans parler du fait qu'à cause de lui, existe littéralement un orphelinat où on apprend à des enfants qui ont rien demandé à devenir des détectives aussi cinglés que lui. Alors oui, même si elle est objectivement beaucoup plus morale que Light, ça reste une mauvaise personne dans le sens où il commet des sacrifices que peut-être qu'il a pas forcément besoin de commettre, mais surtout qu'il n'a en aucun cas le droit de commettre. Encore une fois, un trait qu'il partage avec Light, et c'est ici que se joue leur vraie rivalité selon moi. Light se voit en elle. Les deux sont aussi déterminés l'un que l'autre et ont pleinement conscience, paradoxalement, que l'estime qu'ils se vouent mutuellement vient du fait qu'ils sont respectivement des pourritures galactiques. Je pense que là où on peut voir ça comme un signe du fait qu'ils sont moralement très faibles et n'ont pas les priorités aux bons endroits, Light et elle l'observent différemment. Ils justifient leurs actions par le respect de la justice, ce que nous on appelle des actes horribles. Light et elle appellent ça de la détermination. Ils appellent ça être prêt à se salir les mains pour le bien commun. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des différences, et ça se reflète énormément dans leur chara-design. Par exemple, pendant la graduation, Light est propre sur lui, bien habillé, semble reposer et se tient droit, là où elle se présente pieds nus, dans des vêtements sales, arborant de grosses cernes, et honnêtement, j'ose même pas imaginer l'odeur. Et ça reflète bien les motivations qu'ils embrassent par rapport à cette justice. La justice sert à Light à justifier son complexe de supériorité, où il a besoin d'être respecté comme le meilleur dans toute catégorie, et elle, il l'utilise comme justification pour avoir toujours raison, même s'il doit sacrifier sa propre hygiène de vie pour y arriver. Alors lequel des deux a raison? Parce que diamétralement, même si leur point de vue sur la justice est corrompu, ils restent opposés. Donc normalement, il devrait y avoir un des deux qui a un petit peu plus raison, non? Clairement, si c'est le cas, et je dis pas que ça l'est, c'est elle.
parce qu'il a un but beaucoup plus noble que celui de Light. En bout de ligne, il veut oui avoir raison, mais il amène quand même le bien commun. Et le résultat dans ce genre de situation, ça a tendance à compter un petit peu plus que les motivations. Mais c'est pas forcément pour ça qu'il a raison, c'est parce que fondamentalement, l'œuvre est très explicite sur le fait que le point de vue de Light sur la société, sur la criminalité, sur la morale, il est erroné. Le but de Light est d'éradiquer toute criminalité, de devenir le dieu d'un monde parfait et qu'on lui voue le respect. Il veut être le symbole de la justice, il veut être littéralement la lumière vers laquelle les gens se tournent. Et selon Yagami, ça fonctionne parce que depuis l'arrivée de Kira, le taux de criminalité a baissé en chute libre, ce qui est évidemment un sophisme. Il y a moins de criminels, mais t'as Kira, t'as un criminel qui continue de tuer des gens. Il y a beaucoup plus de crimes, c'est juste que c'est le même crime perpétré de manière générale par la même personne. Et même si on se dit que oui, ces sacrifices ont été bénéfiques, si on se dit qu'on oublie ces sophismes énormes, et je vois pas pourquoi on le ferait, c'est pas de la paix, c'est pas de la sécurité, c'est un règne de terreur. Light utilise littéralement le Death Note comme une bombe nucléaire. C'est une arme dissuasive et c'est avec cette arme dissuasive qu'il commet ses meurtres, c'est avec cette arme dissuasive qu'il devient un dieu malveillant. Ce qui va venir créer deux problèmes. Si Light réussit finalement à éradiquer tous les criminels, il va quand même en rester un, Light lui-même. Alors forcément, si on n'a plus besoin de Kira pour nous protéger des criminels, pourquoi est-ce qu'on continuerait d'agir comme si c'était le dieu ultime du bien? Kira pourrait alors se mettre à tuer les gens qui s'opposent à lui, mais il serait plus forcément le dieu de ce monde, ou du moins pas de la façon dont il l'entendait. Et deuxièmement, c'est un point de vue erroné parce que Light lui-même n'est pas éternel. Il va mourir et du jour au lendemain, quand les meurtres vont cesser, ce n'est qu'une question de temps avant que la vie reprenne son cours, qu'on recommence à voler, à mentir, qu'on recommence à tuer. À son opposé, elle, ce qu'il veut, c'est arrêter Kira. Et même si c'est à des fins égoïstes, arrêter Kira, une fois que c'est fait, on va pouvoir tourner la page, ou du moins jusqu'à ce qu'un autre Death Note tombe sur un autre ado mégalomaniaque. C'est la morale de l'histoire de Death Note. Il y aura toujours des mauvaises personnes dans ce monde, il y aura toujours de la noirceur dans le cœur de l'humanité. Et des fois, quelque chose tombe du ciel et donne beaucoup trop de pouvoir, ce qui rend dangereux la plus pourrie des pommes. Donc Death Note, une œuvre que j'ai énormément apprécié redécouvrir en faisant cette vidéo. Sérieux, je crois que ça fait au moins 12 ans que je l'avais pas regardé. Light est toujours un personnage incroyable et pour son alignement, donc, comme il a une logique de succès à tout coup, qu'il ment, qu'il manipule et qu'il se débarrasse des gens dès qu'il n'a plus besoin d'eux, peu importe ce qu'il leur a promis ou non, je vais l'envoyer à Neutre Mauvais. Soyez sûr d'argumenter en commentaire. Sur ce, mes amis, vous pouvez cliquer juste ici pour voir notre dernière vidéo ou vous pouvez cliquer juste là pour une autre analyse du mal. Dites-moi en commentaire de quel autre méchant on devrait traiter, tant qu'être là, pourquoi ne pas vous abonner, activer la cloche, ainsi que rejoindre notre Discord et notre Instagram, tout en allant faire un tour sur Patreon, voir si nos contreparties financières vous intéressent au passage. Sur ce, je vous laisse et je vous verrai la prochaine fois pour de plus en plus d'exploration de notre omnivore.